Les Passéonautes, partie 7. L'autre monde. Papy était inquiet. Depuis plusieurs jours, ses capteurs enregistraient des signaux anormaux, l'informant que sa maison était sous surveillance. Il réussit à s'assurer que ces signaux provenaient d'une camionnette qui effectuait très régulièrement un tour du quartier. Il avait relevé son numéro d'immatriculation à toute fin utile. La machine de son invention, n'effectuant aucun transfert actuellement, était absolument indétectable. Papy se mit en relation avec ses contacts scientifiques, utilisant une ligne ultra sécurisée de leur invention, et ils mirent au point, conjointement, un procédé permettant de sécuriser la machine en cas d'attaque. Le risque, c'était que certains de ses correspondants, tous d'une haute qualité scientifique, soient citoyens de pays intéressés par l'invention. Ce qui se préparait, c'était la guerre du temps, dans laquelle des commandos pouvaient agir et détruire des cibles qui à l'époque n'étaient pas ou mal défendues. C'était un immense jeu d'échecs mondial en 3 dimensions. Et lui, Papy, avait construit cette machine monstrueuse dans le seul but avoué d'empêcher un mariage. Mais il savait au plus profond de lui-même que cette machine était une revanche de la vie et qu'elle le rendrait célèbre quoi qu'il arrive. Serait-il considéré comme le Frankenstein moderne? Détruire son invention, c'était rester hors de l'histoire, c'était rester dans l'anonymat, et il lui était insupportable de ne pas bénéficier de ses 25 ans d'efforts sur ce projet. Il était seul à décider. Il y avait la police du ciel des anges qu'il avait rencontrés. Il ne savait pas quel était leur pouvoir, ni leur nombre. Elle l'avait arrêté pour lui donner des consignes, mais il ne savait pas s'ils avaient la capacité à les faire respecter. Pouvait-il exister une autre machine concurrente à la sienne? L'ange lui avait dit qu'à ce jour, sur la Terre, il était le seul, mais qu'il existait des êtres venus d'une autre planète qu'il explorait pacifiquement depuis plusieurs centaines d'années. De toutes les façons, personne ne pouvait utiliser sa machine s'il ne portait pas en lui l'ADN de la famille. Les autres seraient transférés à des centaines d'années en arrière, sans espoir de retour. Il entendit un bip-bip provenant de sa machine, ce qui était impossible puisqu'elle n'était pas en fonction. Elle captait en fait des signaux venant d'ailleurs, indiquant qu'un transfert se produisait quelque part. Les ondes analysées montraient que l'année 1974 était son objectif. Cela ne pouvait être un hasard. Sa famille était en danger, et il ne pouvait la joindre ni la transférer. Il fallait pour cela qu'elle soit dans le cercle de transfert, et ce cercle n'avait que quelques centaines de mètres de diamètre. Si lui, Papy, pensait que des concurrents dans la visite du passé étaient dangereux, ces derniers pouvaient penser la même chose à son sujet. Avoir le monopole de l'accès au passé était un enjeu stratégique, et la mort de quelques personnes ne pesait certainement pas lourd dans la balance. Papy avait les moyens de détruire la camionnette qui tournait toujours. La détruire signifiait l'immobiliser. Une décharge d'énergie projetée sur elle, lorsqu'elle passait devant le portail de la maison, allait irrémédiablement détruire tous les appareils électriques présents, provoquant un gigantesque court-circuit. Tous les fils électriques, tous les appareils électroniques seraient mis hors de service. Il pouvait le faire, mais il ne le voulait pas, car il n'avait pas l'intention de prendre l'initiative du déclenchement des hostilités, car rien ne prouvait que cette surveillance était hostile. Papy prenait souvent des initiatives que les personnes de sa famille et les autres aussi jugeaient saugrenues. Il décida de se placer sur le trottoir en face de sa maison, et quand la camionnette passa, il traversa la route. Le conducteur de la camionnette freina de toutes ses forces, et le coup de volant qu'il fit pour éviter le piéton lui fit percuter le trottoir.
Le papy, qui n'avait pas été touché par la camionnette, examina l'intérieur. L'arrière du véhicule était effectivement bardé de capteurs. Les 2 passagers sortis de leur véhicule étaient pris à partie par les riverains qui leur reprochaient de rouler trop vite, alors que la vitesse près d'une école était limitée à 30 km/h. Des 2 occupants du véhicule, seul un des deux semblait comprendre, plutôt que parler, quelques mots de français, et ils semblaient tous les deux catastrophés. Papy nota sur un papier le numéro de téléphone d'un de ses portables, et il le leur donna, disant « Chef, chef !» en minant une conversation téléphonique. L'un des deux sortit un téléphone de sa poche et s'en servit. Quelques minutes plus tard, la gendarmerie était sur place, et elle mettait un procès-verbal au conducteur de la camionnette, qui non seulement était monté sur un trottoir, mais avait embouti un panneau signalant la proximité d'une école. Personne n'avait fait le lien entre l'accident et le petit vieux qui habitait en face. Les 2 passagers semblaient plus affligés de voir leur véhicule immobilisé, emporté par la dépanneuse, que de chercher des responsabilités. De retour dans son garage, Papy entendit la voix de Gérard qui demandait à être rapatrié pour faire un point de la situation. Rassuré, il accéda à sa demande. De retour, Gérard lui signala un élément troublant à prendre en considération. Alors qu'habituellement, il ne rencontrait personne dans la zone boisée servant de cercle de transfert, cette fois-ci, ils avaient rencontré plusieurs promeneurs semblant faire des allers-retours dans la zone. Et il leur avait fallu bien se cacher avant d'effectuer cette demande de transfert. Lucie indiqua qu'il lui semblait que les promeneurs ne semblaient pas dangereux, qu'il les avait vus tous les 3 se cacher et qu'ils n'avaient manifesté aucune hostilité, juste de la surveillance. Papy raconta à la famille tout ce qui s'était passé. Il ne savait pas quelle suite pouvait être donnée au projet. La sécurité des personnes devait passer avant tout. Le lendemain, un homme se présenta à la porte de la maison, demandant à voir Papy, auquel il présenta le petit bout de papier sur lequel ce dernier avait inscrit son numéro de téléphone. Papy le fit asseoir dans le salon et attendit que son visiteur dévoile ses intentions. L'homme dit à Papy que l'endroit et l'époque d'où il venait ne lui diraient rien. Il venait d'une planète très éloignée qui avait commis une erreur majeure à une époque où, comme Papy l'avait réalisé, ils avaient créé leur première machine permettant de se dépasser dans le temps. Ils avaient utilisé les millénaires passés pour se débarrasser de leurs déchets. Ils avaient lancé des campagnes d'exploration historiques pour parfaire leur connaissance du passé, permettant à des personnes sans scrupules de s'enrichir en les manipulant. Et ces manipulations avaient aussi énormément modifié notre présent. Il parlait un français parfait, avec une voix un peu métallique. Nos gouvernements ont heureusement rapidement réagi, car les évolutions ont été fulgurantes. Tous les déchets déversés, industriels, pharmaceutiques et j'en passe, ont empoisonné les terres, nos rivières et nos océans. Les générations qui mouraient impactaient les générations suivantes, comme on peut le constater dans les présentations qui montrent la chute d'un domino entraînant celle de tous les autres à la suite. La population survivante ne représentait plus que 20% de ce qu'elle aurait dû être, et elle était souvent séparée par des bras de mer très pollués. Donc, comme je disais, tous les efforts ont été mobilisés pour contrer ces mécanismes. Fabrication d'eau potable, décontamination des rivières, etc. Nous avons transféré des hommes dans les zones du passé pour sécuriser ce qui pouvait l'être. Pendant plusieurs dizaines d'années, nous ne savions pas si nous allions gagner ou si nous allions être balayés par la pollution. Nous avons donc cherché une planète pour nous replier en cas de besoin. La Terre était la plus proche,
et celle qui correspondait le mieux, je dis bien le mieux, et non parfaitement, à nos besoins. Nous avons donc exploré cette planète et décidé d'empêcher que ce qui s'était passé chez nous s'y reproduise. C'est la raison de la surveillance que nous avons entamée dès le début de vos expérimentations. Elles n'avaient rien de conflictuel, mais elles auraient pu le devenir. Papy lui expliqua à son tour qu'il ne transférait que des personnes de sa famille et qu'il n'avait aucune intention de trafiquer le passé. Moi contre moi. René a une nouvelle marotte. Il s'est mis à la cuisine. Il a acheté un énorme robot culinaire qui, selon ses dires, fait absolument tout. Il a acheté quantité de livres de cuisine. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il s'en sert. Ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Deux femmes sont satisfaites de cette nouveauté. Marie qui voit diminuer le temps qu'elle passe à cuisiner et qui ne s'occupe plus du lave-vaisselle et des poubelles, et Mamie Bianca qui voit son gendre passer du temps avec elle pour papoter recettes de cuisine et qui lui fait goûter certaines de ses préparations. Le seul à se plaindre de cette situation, c'est le papy, que la présence accrue de René force à se réfugier encore plus souvent dans sa chambre. Mamie Bianca se sentait un peu seule. Elle n'avait pas grand monde à qui parler dans la journée. Aussi l'arrivée de son gendre dans son univers fut pour elle une bénédiction. Elle ne tarda pas à lui confier, sous le sceau du secret, bien sûr, les détails de l'opération manigancée contre lui. Mamie Bianca était une maligne, et il fallait que ça se sache. Quand elle nettoyait et rangeait le bureau de Papy, elle n'agissait pas en simple femme de ménage. Papy, qui n'avait pas une excellente mémoire, avait copié tous les codes secrets permettant de faire fonctionner son invention sur une feuille de papier cachée à l'intérieur d'un livre de sa bibliothèque. Elle les avait donc tous recopiés, et quand Papy n'était pas présent, elle s'entraînait à les utiliser. Mais elle ne pouvait pas non plus conserver ce secret par devers elle. Il fallait absolument qu'elle en parle, et René était bien sûr l'interlocuteur idéal. Elle lui avait expliqué les bases du fonctionnement de l'invention de Papy, ajoutant qu'elle pouvait la faire fonctionner aussi bien que lui, et que s'il le souhaitait, elle se faisait fort de le transférer dans le temps, ce qui lui donnerait la possibilité de voir son double dans l'autre époque. Elle répétait qu'elle en était capable. René était tenté, mais le risque de l'expédition l'inquiétait. Il posa ses dernières questions. Et en ce qui concerne les limites de l'ADN familial, comment ça va se passer? Je ne suis pas de votre famille. Elle répondit. Il n'y a qu'une option à modifier. On indique tous les ADN, ce qui permet à tout le monde d'utiliser la machine. Et qui me récupère à la fin du voyage? Je m'occupe de tout. Faites-moi confiance. Mamie Bianca et René se mirent d'accord pour tenter l'expérience dès que Papy se serait éloigné. Le lendemain, Mamie Bianca appuya sur le bouton vers le bas et René fut transféré vers 1974 comme les autres. J'ai eu la surprise à la sortie de mon travail de rencontrer un individu aux cheveux blancs qui tenait absolument à me parler. Moi c'est toi et nous c'est nous, me dit-il. C'est fou de constater que tout ce que la planète recelait d'êtres bizarroïdes venait se coller à moi. Moi c'est moi et toi tu t'en vas, lui répliquai-je. Il me poursuivit. Attends, je m'appelle René comme toi. Souviens-toi de notre jeunesse. Souviens-toi de la vieille dame qui conduisait un tricycle que l'on n'arrivait pas à faire rouler tout droit. On avait 10 ans. J'étais intrigué. Effectivement, pendant mes vacances, une vieille dame rendait fréquemment visite à mes parents. Elle conduisait un tricycle pour adultes qui devait être aussi vieux que sa propriétaire. Dès que la personne s'était engouffrée dans la maison, je m'étais précipité pour essayer l'engin. En vain.
La direction était tordue, et il m'était impossible de rouler droit avec. Je n'avais pas assez de force pour maintenir la direction. Je revoyais la scène, et j'étais seul à ce moment-là. Comment ce type pouvait-il être au courant? Je le laissais parler. Tout ce qu'il me disait était difficile à croire, et les détails qu'il me donnait me choquaient. Totalement incroyable. Lucie et Gérard seraient mes enfants, ou du moins mes futurs enfants. J'avais aussi du mal à l'idée d'avoir la même tête que lui plus tard. Aussi je lui demandais « Je vais vous ressembler dans le futur ?» Il me répondit « Il faudra t'y faire. » Je continuai « Vous avez des enfants ?»« Oui, tu en auras 3, dans l'ordre, 2 filles et un garçon. »« Je suis toujours célibataire, je n'ai donc pas encore de soucis à me faire. »« Non, non, les soucis ça viendra après. »« Je serai un bon papa. Tu seras au moins un bon moi. »« Vous êtes marié ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Ça se passe bien ? » ?»« Il n'y a pas de raison. »« Pourquoi êtes-vous venu me voir ? » ?»« Parce que des gens de ma famille, de ma femme, qui sera la tienne plus tard, sont venus pour t'influencer, pour te transformer, et donc me transformer moi aussi. Et crois-moi, je n'ai pas envie de changer. Je suis bien comme je suis. Déjà, je me suis senti obligé de faire la cuisine à la maison, de discuter avec la grand-mère et de sortir les poubelles. Je ne veux pas en faire plus. Je te propose d'organiser notre résistance au changement. C'est notre seule chance de ne pas finir en esclavage dans cette famille. Des corvées, toujours des corvées. Continue dans la comptabilité. Perfectionne-toi. Deviens parfait, plus que parfait. Et par là même, tu deviendras intouchable. Tu seras dans ta bulle professionnelle, dans laquelle tu domineras ton entourage. Tu vas faire des heures de travail, beaucoup d'heures, mais elles te sembleront faciles, car tu seras ton propre patron. À côté de ça, on te laissera tranquille à la maison. Enfin, presque, car on trouvera toujours à critiquer tes absences et tes besoins de loisirs. Mais comme tu apporteras ta feuille de paie à la fin du mois, cela atténuera les critiques. En un mot, tiens bon. Maintenant, je n'ai pas la possibilité de t'en dire plus, car mon temps est limité. Je suis en quelque sorte en permission de sortie, et il faut que je respecte les délais si je veux espérer qu'on me la renouvelle. Mon vieux double venait de partir. Je restais dubitatif. Selon ses dires, il semblait prisonnier de la famille de sa femme. Il prétendait qu'on aurait placé Rose, Gérard et Lucie en travers de mon chemin pour me changer. Me changer en quoi? Il estimait que ces changements nous seraient néfastes, à lui et à moi. Pour ma part, j'avais l'impression que ces 3 personnes avaient eu des effets plus positifs que négatifs sur ma vie jusqu'à présent. Le vieux était vraisemblablement parano. Mais comment pouvait-il connaître tous ces détails sur mon passé? Certains faits que j'avais moi-même presque oubliés. Et lui, qui était-il? D'où venait-il? Comment se fait-il que, prétendant être moi, il avait attendu tant de temps pour se faire reconnaître? Mais s'il disait vrai, qui étaient Rose, Gérard et Lucie, qui s'étaient présentés spontanément pour m'aider? De quoi vivaient-ils? Quelles étaient leurs occupations avant de me connaître? Gérard, qui était un expert, devait bien avoir des diplômes, un cursus universitaire vérifiable. Tout cela, j'allais le contrôler.